Donc l'avantage de cette présentation, c'est qu'elle ne va pas vous apporter beaucoup d'informations supplémentaires, mais par contre vous illustrer beaucoup des choses qui ont été dites vis-à-vis des actions qu'on peut monter, des résultats qu'elle peut avoir, des façons dont on peut envisager les choses sur la perception du problème des cyanobactéries, la perception du problème d'eutrophisation et comment on peut le traiter. Donc je vais vous présenter des choses qui ont été faites sur l'étang du Moulin Neuf à Pont-l'Abbé. Alors c'est un lac qui est suivi depuis 1996, enfin que je suis depuis 1996, qui est le principal lac d'alimentation de toute la côte sud du Finistère, en fait, depuis la Pointe du Raz jusqu'à Bénodet. Donc un lac qui est à proximité de Quimper, pour les gens qui connaissent. C'est un lac, bon, comme beaucoup de lacs du Grand Ouest, il a été construit à la fin des années 70 vis-à-vis de l'explosion, enfin pour gérer l'explosion de la demande en eau. Mis en eau en 77, ce qui était bienvenu après la sécheresse de 76. Et c'est un lac qui est très représentatif de ce qu'on a dans l'ouest de la France, avec des vallées qui ne sont pas très profondes, pas très encaissées. On a des lacs qui font 4,50 m, 5 mètres de profondeur, des volumes de l'ordre du million de mètres cubes, donc des choses qui sont ridicules par rapport à Aiguzon. Aiguzon est plus grand que le plus grand lac breton. D'accord ? Et c'est juste un lac normal dans le centre limousin. Bon, et donc pour l'Abbé, c'est une retenue qui va alimenter 28 000 foyers, avec une population qui va doubler au mois de juillet-août, les années où il fait beau, même les années où il fait pas beau, parce que dans ces cas-là on a des Anglais, et qui va distribuer donc 3 millions de mètres cubes, traiter et distribuer 3 millions de mètres cubes d'eau potable. Alors le lac, et quelques-uns légendes célèbres, le lac n'a qu'une seule vocation en termes d'usage humain, c'est la production d'eau potable. Il n'y a pas de baignade, bon, il y a de la pêche, il y a de la promenade, il y a une réserve ornitho, des choses comme ça. Mais déjà, on ne doit se préoccuper du problème d'eutrophisation que vis-à-vis de la production d'eau. La retenue de Pont-l'Abbé, à la fin des années 80, c'était un lac qui était considéré comme normalement hypereutrophe, comme tous les lacs bretons. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte relativement... un habitat qui est relativement dispersé, un contexte agricole intensif, et la traduction de l'effet de l'impact du bassin versant sur la qualité des eaux du lac. Vous pouvez la voir ici sur des photos. Alors ce ne sont pas des cyanobactéries, d'accord ? C'est ce qu'on avait tous les ans à partir du printemps jusqu'à en gros la fin juillet. C'est des algues vertes filamenteuses, qui sont exactement les mêmes que celles qu'on trouve tous les printemps dans les fossés, alimentées par l'eau de pluie. Sauf que c'était dans des quantités gigantesques. Alors là, c'est des photos qui remontent à 2001. Une photo aérienne de l'IGN, on a une dizaine d'hectares sur la surface du lac qui sont occupés par des algues filamenteuses. Ça vous fait des couches qui font 30 cm d'épaisseur à peu près. On ne peut pas les traverser avec des bateaux, on ne peut pas les tirer avec des tracteurs. C'est quelque chose d'assez dingue. Et ici, donc, bon, ça c'était début août 2001. Vous avez l'ensemble de toutes les algues qui se sont développées à la surface du lac pendant le printemps, qui sont poussées graduellement par le vent et par le courant jusqu'au barrage. Et là, on arrive à des biomasses qui représentent jusqu'à 100 tonnes de pois frais sur des épaisseurs qui vont faire 30-40 cm. Le problème de ces choses-là, c'est que, bon, par exemple, entre autres, ce qui s'est passé en 2001, qui était une année assez pluvieuse, quand vous avez des orages, ben, tout ça, ça va passer par le déversoir, ça va envahir la rivière, ça peut boucher des busages, ça peut boucher un pont. En l'occurrence, ça bouchait les prises d'eau. Il a fallu passer un week-end avec râteau et fourche pour dégager la prise d'eau. Et ce qui n'est pas passé dans la rivière, bah, ça meurt, ça tombe au fond du lac, ça consomme énormément d'oxygène, et d'un seul coup, on va se retrouver avec des relargages d'azote, phosphore, donc de l'ammoniac, des sulfates, des sulfures, des métaux, des problèmes de goût, d'odeur, et bien sûr des problèmes de nutriments qui vont relancer la croissance des cyanobactéries. Donc ça, c'était le schéma classique. Quelque chose qu'on a observé systématiquement tous les ans jusqu'en 2001, et depuis 2001, ça n'apparaît plus. Et la deuxième partie de l'été, après ces blooms d'algues vertes, c'était bon, les cyanobactéries, qui était en général, qui n'était pas ce qui était le plus spectaculaire. On avait bon, deux genres dominants, des alabénas en début d'été, des microcystis en fin d'été. Bon, c'est comme ça systématiquement tous les ans. Avec ici, voilà, bon, une photo du bloom de 2005. Bon, c'est pas plus spectaculaire que ce que vous avez déjà vu. De toute façon, vous avez une très belle photo de bloom depuis ce matin. Et des biomasses, quand on y pense, bon d'accord, c'est spectaculaire, ça se voit bien, c'est en général toujours du côté où les gens accèdent au lac pour la promenade que s'accumulent les cyanobactéries, mais ça représente des biomasses en pointe, donc ramenées à l'ensemble du volume du lac, de l'ordre de 4 à 8 tonnes. 8 tonnes pour l'année 2006, qui a été le bloom historique depuis la mise en eau du barrage. Et après tout, il n'apparaissent qu'une année sur 5. Donc on est quand même sur un facteur 10 par rapport à la biomasse représentée par les algues vertes, qui elles ne posent pas, dans la perception des gens, le même type de problème.
Donc ça, c'était voilà, la situation annuelle classique de Pont-l'Abbé, comme de beaucoup d'autres lacs du Sud-Bretagne et d'Ille-et-Vilaine. Alors pour voir comment fonctionnent les choses, il faut bien se dire qu'un lac, même si c'est de l'eau qui est relativement stagnante, c'est un milieu qui est très dynamique. C'est un réacteur biologique. C'est un réacteur biologique qui reçoit de l'eau et qui reçoit des nutriments. On lui fournit de l'énergie sous forme de chaleur et de lumière. Et à la sortie de ce réacteur, on va récupérer de l'eau et de la biomasse. On va convertir les nutriments en biomasse, donc en matière organique vivante. Et l'alimentation en nutriments, elle peut se faire par les affluents ou par les mécanismes de relargage, recyclage de la matière organique. Alors ça, donc on ne va pas en parler spécialement aujourd'hui, puisque pour Pont-l'Abbé, c'est un paramètre qui n'intervient pratiquement pas. Donc c'est pas la peine de perdre trop de temps dessus. On a des sédiments qui contribuent très peu en fait. Donc pour alimenter ce réacteur, il nous faut de l'énergie. Alors ça fait partie aussi des choses dont on a parlé, ne serait-ce que tout à l'heure, vis-à-vis de la périodicité des blooms dans les buisons. L'énergie sous forme de chaleur. Donc, en Bretagne, on est en climat océanique, quand il fait chaud, il fait beau, donc la chaleur et l'ensoleillement sont très bien corrélés, c'est pas la peine de les décrire tous. Par contre, on a un climat qui est très variable, donc si on veut faire apparaître des effets périodiques, il faut un minimum de manipulation mathématique. Bon, le plus simple, c'est les moyennes flottantes. Et quand on prend des moyennes flottantes, ici, ce qui est représenté, c'est les températures moyennes à Pont-l'Abbé depuis 1976. En moyenne flottante à 5 ans, on a des aspects périodiques très nets avec des périodicités de 6 à 7 ans. C'est-à-dire que tous les 6 à 7 ans, vous avez ici la température moyenne annuelle, au-dessus la température moyenne de l'été, période mi-octobre. Les lignes représentent les tendances, ce qu'on appelle le changement climatique. Donc la tendance annuelle, c'est plus 1,8 degrés par siècle, c'est cohérent avec ce qu'on a dans toute la France pratiquement. Et l'été, c'est que bon, plus 1 degré par siècle, c'est suffisant. Avec des années tous les 6 ou 7 ans qui vont être particulièrement chaudes, et des années tous les 6 ou 7 ans qui vont être particulièrement froides, de part et d'autre de la tendance. Voilà, donc qui dit cyanobactéries, enfin qui dit bloom de cyanobactéries dit en général chaleur, bon, on se rend compte que les années où on a le plus de chances d'avoir des cyanobactéries qui flottent et qui font des blooms, ça va être tous les 6 ou 7 ans. C'est pas tous les ans, c'est pas systématique. Surtout vu les températures qu'on a l'été en Bretagne. Ensuite, en dehors de cette énergie-là, sous forme de chaleur et de lumière, il faut qu'on amène de l'eau. Il ne suffit pas d'avoir un lac tout seul, si on laisse une eau stagnante non renouvelée, les algues elles ne poussent pas, elles poussent très vite au début, puis elles s'arrêtent. C'est comme toute production végétale, il faut renouveler le milieu. Et en Bretagne, à l'échelle de la région, on peut montrer que le taux de renouvellement optimal, il se situe aux environs de 1 volume de lac pour les 6 mois de la période de mai-octobre. Si on renouvelle pas l'eau, si on renouvelle l'eau moins souvent, on va perdre en biomasse, en fait, on ne rapporte pas suffisamment de nutriments dans le lac. Il n'y a pas de renouvellement des nutriments, on n'alimente pas la biomasse, donc elle se développe au début de l'été, et ensuite elle périclite, il n'y a plus rien pour l'alimenter. Et quand on renouvelle l'eau trop vite, bon, il y a un problème de dilution qui fait que même si les algues poussent, parce qu'on les réalimente, elles sont évacuées du lac. On renouvelle l'eau plus vite que les algues ne se développent. C'est une des façons de ne pas avoir de bloom, c'est de diluer les cyanos avant qu'elles s'accumulent. Donc à l'échelle de la Bretagne, le taux de renouvellement idéal, il est aux environs de 1 renouvellement, 1 à 2 renouvellements. Et quand on regarde les conditions hydro à Pont-l'Abbé, on a un lac qui a un bassin versant qui a un bon potentiel hydraulique. On va avoir des conditions de sécheresse et des conditions, sécheresse c'est les faibles renouvellements. Donc le plus proche qu'on a de l'optimum de 1 renouvellement, c'est 2 renouvellements. On a quand même beaucoup d'eau fournie par ce bassin versant. Et sur des cycles de 7 à 8 ans, on va avoir des années où on renouvelle beaucoup l'eau. On va arriver à une dizaine de renouvellements. Et périodiquement, on va avoir des années de sécheresse, de 1 à 2 années, où on va avoir très peu de renouvellement parce que c'est des conditions très sèches. Alors ce qui est intéressant, c'est que ici, donc, je vous place les années particulièrement chaudes, donc les sommets des bosses de la courbe des températures. Et il est très pratique de se rendre compte que les années les plus chaudes ne sont pas les années les plus sèches. C'est quelque chose qui va nous protéger des blooms. Les années les plus sèches sont toujours décalées de 1 an ou 2 par rapport aux années les plus chaudes. Donc ce qui fait qu'on n'est jamais en condition idéale de bloom, même si on peut avoir des blooms quand même. Par exemple, les conditions les plus proches de l'idéal, c'était 2005 et 2006. On a eu à la fois les températures les plus élevées des 100 dernières années à peu près, et les conditions les plus sèches depuis 25 ans. Alors quand on s'intéresse aux nutriments ensuite, à l'échelle de tout un bassin versant, en Bretagne, on s'est historiquement d'abord préoccupé des nitrates. Alors les nitrates ne sont pas un paramètre majeur pour les cyanobactéries, ce n'est pas une forme d'azote qui est consommée par les cyanobactéries. Elles préfèrent faire comme tout le monde et utiliser de l'ammoniac parce qu'il n'y a pas besoin de le transformer de manière dangereuse pour le rendre assimilable. Mais bon, on a la directive nitrate, on a une production d'eau potable.
Donc voilà, au bout de 20 ans d'activités diverses à l'échelle du bassin versant, notamment au niveau des pratiques agricoles, les calendriers de fertilisation et choses comme ça, on a réussi à baisser les nitrates de l'ordre de 20% en moyenne. Et il y a beaucoup de variabilité autour des moyennes parce que les nitrates dépendent essentiellement de la pluviométrie et en climat océanique, la pluviométrie est très variable. Par contre, plus important, c'est le rôle du phosphore, donc ça on en a déjà parlé ce matin aussi. Faut bien voir qu'à la fin des années 80, on était dans la rivière qui alimente le lac à des concentrations qui sont de l'ordre de ce qu'on trouve actuellement à la sortie des stations d'épuration. C'était pas aussi choquant à l'époque, mais on avait des concentrations en phosphate qui étaient en moyenne de l'ordre du milligramme par litre, quelque chose qui ferait hurler maintenant, quoi. Et bon, pendant 20 ans, il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été mises en place. Alors il y a des actions ponctuelles. La première, ça a été par la communauté de communes de racheter et de fermer une pisciculture, ce qui a permis de supprimer, vous voyez, on est passé du milligramme par litre à peu près des concentrations de l'ordre des centaines de microgrammes par litre en phosphate, en fermant une pisciculture. En fermant une pisciculture, alors c'est pas instantané, c'est pas un robinet ou un bouton marche-arrêt, mais en l'espace de 4 à 5 ans, le temps que la rivière élimine les stocks de nutriments qu'elle a. Il n'y a pas uniquement l'envoi direct des nutriments de la pisciculture au lac, il y a aussi des stocks de matières organiques qui se font dans le cours d'eau, et le cours d'eau va restituer pendant quelques années. Donc au bout de 4 ou 5 ans, on avait supprimé par simplement ça 90% des phosphates qui rentraient dans le lac. Donc les phosphates forment des phosphores qui par contre sont directement assimilables par les algues. Deuxième effet ponctuel important, c'est le rachat et la fermeture de la deuxième pisciculture. On est sur des rivières de première catégorie, on peut faire des élevages de saumon. Donc là, on a réduit encore le phosphore en moyenne d'à peu près 60% en l'espace de 4 à 5 ans. Et ensuite, il y a eu tout le travail sur l'assainissement, parce qu'on n'a pas de rejet industriel, des choses comme ça. Donc tout ce qui a été assainissement, ça a été la construction, enfin la mise aux normes des stations d'épuration et surtout le raccordement de tous les hameaux au réseau d'assainissement. Alors ça, c'est en cours, c'est toujours en cours, c'est loin d'être fini. Mais voilà, on est dans un habitat qui est vraiment très dispersé, il y a très peu de hameaux vraiment constitués, beaucoup de fermes isolées, on a beaucoup de résidences secondaires, donc de l'assainissement individuel qui va fonctionner aléatoirement 2 ou 3 semaines par an, à peine, plus, avec un fonctionnement régulièrement catastrophique. Donc voilà, raccorder, c'est un moyen de supprimer tout ce qui va être une bonne partie des inconnus sur la disponibilité du phosphore et permettre le traitement du phosphore avant qu'il soit renvoyé à la rivière. Donc globalement, en bilan, par rapport à la fin des années 80, début des années 90, en l'espace de 20 ans, on a réduit les concentrations de phosphate entrant dans le lac de 90%. Avec en plus donc, tout le travail sur les pratiques agricoles, sur les réseaux de fossés, sur qu'est-ce qu'il y a d'autre, la replantation des haies, des choses comme ça, qui ont demandé énormément de travail de terrain de la part des élus et du personnel de la communauté de communes, puisque quand vous travaillez en local, vous négociez directement avec vos voisins et vos administrés. Donc il y a des choses qui sont facilitées et des choses qui sont beaucoup plus compliquées. Alors vis-à-vis des résultats de toutes ces actions, donc dans la partie réacteur, il y a la résultante. Donc la résultante, c'est de la biomasse et de l'eau d'une qualité transformée par l'activité de réacteur qui va sortir du lac. Alors ce qu'on voit directement en parallèle avec la diminution de l'entrée du phosphore dans le lac, c'est la réduction de la biomasse des cyanobactéries. Alors, c'est encore plus spectaculaire pour les autres algues. Je ne vous ai pas mis les diatomées et les chlorophycées, mais au niveau des cyanobactéries, il est évident, de toute façon, ça a été publié, démontré des tonnes de fois en 50 ans et plus, réduire le phosphore réduit proportionnellement la biomasse. Alors, la biomasse, ce n'est pas la concentration au sens des paramètres sanitaires. La densité cellulaire n'est pas un estimateur de biomasse. Mais ça, c'est la biomasse exprimée en termes de volume cellulaire. Alors les unités sont un peu barbares, je ne suis pas sûr que micromètre cube par millilitre ça vous dise grand chose. Quand on divise les chiffres qui sont là par 1 million, on arrive à peu près à des milligrammes par litre de poids frais. D'accord ? Donc quand on réduit de 80% le phosphore qui rentre dans le lac, on peut calculer qu'on doit s'attendre à une réduction de 70% de la biomasse par tranche de 10 ans. Et c'est ce qu'on a, on est passé de 25 mg par litre en pointe. Donc ça, c'était le Bloom de l'année 2006, donc le Bloom historique. 25 mg par litre en pointe à peu près, bon, 2016, on était aux environs de 5 mg par litre. 2017, on a exactement les mêmes résultats. Même conditions météo qu'en 2016, même conditions trophiques, même production de biomasse, c'est normal. Donc voilà, une réduction de la biomasse qui est parallèle à la réduction des nutriments. Et avec la réduction de la biomasse, on peut calculer derrière des réductions de durée, d'intensité, de fréquence de retour des blooms. Donc c'est sur la biomasse qu'on doit se battre si on veut avoir un effet. Donc, autre effet qu'on peut mettre en évidence, mais au moins en théorie, parce que comme c'est une retenue sur laquelle on n'a pas de baignade, on n'a pas de suivi historique des toxines,
On peut montrer qu'en réduisant la biomasse, on va réduire les concentrations attendues en microcystine d'un facteur qui va être là aussi 5, puisque tout ça c'est proportionnel à la biomasse. Donc autant par exemple pendant le bloom historique de 2006, on pouvait attendre des concentrations comprises entre 20 et 60 microgrammes par litre, en maximum probabilité maximum, enfin en concentration maximale la plus probable. Autant maintenant, on devrait arriver à des concentrations qui sont inférieures à 20 microgrammes par litre. Bon, alors, vis-à-vis d'une retenue où il n'y a pas de baignade, c'est sans importance, mais par rapport au traiteur d'eau, c'est important de savoir qu'il a de moins en moins de probabilité de rencontrer des fortes concentrations de toxines en entrée d'usine. Plus les concentrations en entrée d'usine sont basses et la fréquence est faible, et moins on a de chances d'avoir des dépassements de paramètres en sortie de traitement. Alors autre chose qu'on peut montrer dans l'impact de ces actions, c'est l'effet sur l'eau qui sort du lac. Donc à la fois, la prise d'eau n'est pas dans le lac, elle est au fil de l'eau, derrière le lac. Donc l'eau qui sort du lac, c'est à la fois l'eau qu'on envoie au milieu récepteur, donc la rivière, l'estuaire, donc tout ce qui est soumis à l'EDCE, et c'est aussi la qualité de l'eau qu'on envoie à l'usine pour la production d'eau potable. Donc ce qu'on peut voir en parallèle, c'est donc là, par exemple, sur l'azote organique. Donc l'azote métabolisé par le phytoplancton et qui est exporté du lac. On a là aussi, donc depuis les années 90, donc en 20 ans, une réduction assez forte. Sur la moyenne, on a une réduction des 2/3 depuis 1996. Ce qu'on peut voir surtout, c'est que par rapport aux années 2000, on a une forte réduction des pointes. Les pointes que vous voyez là, c'est tout ce qui était lié au relargage d'azote en fin d'été. C'est-à-dire qu'en fin d'été, le lac est très chargé en matière organique, il perd de l'oxygène. Sans oxygène, on relargue de l'ammoniac. L'ammoniac est utilisé par les cyanaux pour fabriquer de la biomasse. Donc on produit de la biomasse riche en azote. Donc tout ça, c'était les conséquences des relargages qu'on avait jusqu'au début des années 2000. Après 2003, et quand il a commencé à faire vraiment chaud et qu'on s'est préoccupé de ce déficit d'oxygène, on a commencé à faire tourner l'aération 24 heures sur 24, l'aération artificielle du lac, un compresseur qui envoie de l'air sur le fond du lac pour assurer l'aération des eaux. Donc on a pu réduire avec ça les pointes de relargage. On n'a plus actuellement de relargage dans des concentrations d'ammoniac qui frôlent le milligramme par litre, ce qu'on voyait dans les années 90. Maintenant, les relargages vont être au maximum aux environs de 0,2-0,4 mg par litre d'ammoniac, en général 1 à 2 semaines par an, et pas 6 à 7 semaines par an. Donc voilà, on a énormément réduit la concentration en azote dans la biomasse qui sort du lac. Alors l'effet sur le phosphore, en fait, on a à peu près le même type d'effet, donc avec des concentrations en phosphore qui ont été réduites de 85% depuis 1996 au niveau de la sortie des eaux du lac, avec la réduction des pics qui sont liés au relargage. Vous pouvez voir que depuis 2005-2006, vous voyez ça c'est 2006, l'année historiquement chaude et sèche, avec des relargages qui sont ridicules par rapport aux années normales des années 90. On est à un facteur 10 sur la concentration d'azote et de phosphore qui est relarguée en fin d'été. Donc une situation qui est très stable, qui est toujours à la baisse, on attend toujours des progrès, et donc qui correspond à une diminution de 85%. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a fait réduire de 90% le phosphore en entrée du lac, on réduit de 85% le phosphore en sortie du lac. C'est pas les mêmes formes, mais bon. Donc ce qui veut dire que quand on s'attend à ce que les réserves de sédiments qui sont contenus dans le lac compensent ce qu'on gagne sur le bassin versant, en fait c'est pas vrai. Ça doit pouvoir arriver, c'est prévu, c'est théorique, on peut l'observer, on peut le mettre en évidence sur Paillasse. Dans ce cas-là, on n'a pas d'évidence que les sédiments compensent ce qu'on a gagné sur le bassin versant. C'est-à-dire que dans les sédiments, on va avoir une charge interne qui va se compter en dizaines de tonnes de phosphore, en centaines de tonnes d'azote. Ils ne sont pas directement mobilisables pour compenser ce qu'on a gagné. Ils ne sont pas tous utilisables, ils ne peuvent pas être recyclés. Donc le lac stocke, actuellement le lac par exemple, il stocke de l'azote, il exporte chaque été plus d'azote qu'il n'en rentre. Non, c'est l'inverse, plus qu'il stocke. Mais ça veut dire que c'est de l'azote qui n'est pas directement mobilisable. Soit l'activité bactérienne n'est pas suffisante, soit il y a trop d'oxygène pour qu'on ait des relargages, soit l'été n'est pas assez long. C'est une hypothèse qu'on est prêt à accepter en Bretagne, pas de souci. Mais voilà, les sédiments ne compensent pas tout. Donc ce qui veut dire qu'on peut avoir à la fois un lac qui continue à s'envaser sans pour autant contribuer à la dégradation de la qualité des eaux, plus que ce qu'on va gagner en travaillant sur le bassin versant.
Et donc des choses qui ont été obtenues en l'espace de 20 ans de discussions, de négociations, bon, avec les soutiens des plans du département, de la région, de l'État, mais ça n'a pas nécessité une mise en œuvre de techniques particulières complexes. On n'a rien d'innovant, la seule chose qui est innovante, c'est l'avoir mis en place. Ça, c'est très très nouveau par contre. Alors une dernière chose que je voudrais vous montrer, alors c'est un graphe qui est éventuellement un peu barbare, c'est les fréquences caractéristiques des microcystis, donc la cyanobactérie toxinogène responsable des blooms qu'on avait chaque été, entre le début et la fin de cette étude de 20 ans, qui recouvre à la fois 8 ans où on avait des traitements, des épandages de sulfate de cuivre, donc un analgésine destiné à faire disparaître les cyanobactéries, et depuis 2005, la dernière année où il y a eu un épandage, l'absence d'épandage de sulfate de cuivre. Donc quand on regarde les fréquences caractéristiques de cette cyanobactérie, on se rend compte que, alors ce qui est bleu clair là, c'est la présence dans les échantillons. Depuis 20 ans, on suit exactement les mêmes dates, les mêmes périodes, tous les ans à la même heure, enfin depuis 22 ans maintenant. Donc on est sûr que ces échantillons n'ont pas trop de biais. Alors donc pendant toute la période de début des suivis, les 10 premières années sur ces 20 ans, en fait, les microcystis qu'on traitait au sulfate de cuivre pour les faire disparaître, ils étaient présents dans au moins 60% des échantillons, voire 100% des échantillons certaines années. Et ils étaient dominants, donc ils représentaient plus de 50% du phytoplancton, 3 années sur 8. Donc à peu près une année sur 3. Depuis qu'on a arrêté les épandages d'algicides, de sulfate de cuivre, on a pratiquement exactement les mêmes fréquences. C'est-à-dire qu'on utilise un algicide pour tuer des cyanobactéries avec absolument aucun effet. Vous pouvez faire 10 ans d'algicide et 10 ans sans algicide. Les seules périodes où vous allez voir ces microcystis dominants, c'est les années où il fait chaud. Parce que voilà, c'est les années où il fait chaud qu'ils se développent. Algicide ou pas algicide, ça n'a en fait aucun impact sur la présence ou l'absence des cyanobactéries. Même si à l'époque où on épandait des algicides, l'argument c'était oui, mais ça aurait été pire si on ne l'avait pas fait. La preuve c'est non. La preuve c'est qu'en 20 ans, on a réussi à obtenir ce qui n'a jamais été possible avec les algicides, simplement par les actions concertées de bassin versant et la limitation des intrants, le traitement de l'entrée des pollutions à l'entrée du lac, et voilà, avec des effets qui sont sur une échelle de temps de l'ordre de 5 ans, en gros un cycle de pluviométrie. Donc sur 5 ans, on a des effets qui sont visibles. Alors, il aurait dû y avoir cet après-midi une présentation sur le lac du Bourget qui n'a pas pu venir. Voilà, on peut se dire que, d'accord, mais c'est un bassin versant de 30 km², c'est un lac d'1 million de mètres cubes, donc avoir des effets à 20 ans, avoir des effets à 5 ans, c'est possible parce que c'est tout petit. Le lac du Bourget, on a les mêmes effets à 40 ans. D'accord, donc si sur un lac de plusieurs centaines de millions de mètres cubes, on peut avoir des effets à 40 ans, sur un lac de la taille de l'Illusion, quelques dizaines de millions de mètres cubes, on peut avoir des effets dont on peut s'attendre à une échelle qui va être intermédiaire entre 20 ans et 40 ans. Mais entre 20 ans et 40 ans, on n'est pas sur une vie, on n'est pas sur une génération. On peut avoir des actions avec des effets qui sont visibles. Un point commun pour la Illusion, c'est le magma granitique. On est sur un socle acide, arsénien, acide, avec un pH qui est très bas. Est-ce que, ça c'est peut-être une question plus générale, mais est-ce qu'on a des comparaisons d'analyse sur des sols qui sont calcaires, sédimentaires, complètement différents? Est-ce que les proliférations de cyanobactéries existent de cette façon ou pas? Et la deuxième question, j'en pose deux à la fois, ça c'est pour M. le maire. Là, dans cet exposé, on a la démonstration même de l'efficacité des traitements, ou la non-efficacité plutôt des traitements qui partaient d'une illusion de la maîtrise, mais plutôt aujourd'hui le résultat par le traitement des bassins versants de quelque chose qui est efficace, tant pis si c'est dans la durée, mais ça concerne quand même, là aussi on est dans une zone importante agricole, ça concerne ce territoire-là. Est-ce que la Chambre d'agriculture est invitée à participer au débat que vous faites ici? Oui, les chambres d'agriculture ont été invitées. Très important. Ils ne sont pas représentés. D'accord. Alors, rapidement, vis-à-vis de l'effet sous-sol, il y a un effet sous-sol, effectivement. Alors, des proliférations de cyano sur milieu calcaire, oui, ça existe. Simplement, il faut voir qu'en milieu calcaire, c'est, pour les zones que je connais, par exemple en Haute et Basse-Normandie,
C'est relativement peu suivi parce que dans les milieux calcaires, dans les vraies grosses zones calcaires comme le bassin parisien, vous passez par des captages. Donc sur les captages, vous allez en fait vous forer, vous prélevez dans la nappe phréatique. On n'a pas une telle concentration de lacs nécessaire pour l'alimentation en eau. Donc vous allez travailler sur des milieux qui sont plus petits, qui vont être plus particuliers, ou sur des rivières. Mais si ça existe aussi. Simplement, on fait intervenir d'autres espèces, d'autres souches. Parce que écologiquement, un milieu calcaire, c'est très très contraignant pour la disponibilité des métaux, pour la disponibilité du phosphore, lié à la présence de calcium. C'est la même chose pour toutes les plantes. Donc on fait intervenir des espèces différentes qui sont adaptées à ce type de chimie, mais ça existe parfaitement. Ensuite, au niveau des effets socles, dans ce qu'on a vu en Bretagne, par exemple, on a à la fois une zone qui va être sous dominante schisteuse et une zone qui va être sous dominante granitique. Effectivement, le granit est un peu moins favorable chimiquement vis-à-vis des oligoéléments, pas vis-à-vis des nutriments. Les nutriments, c'est l'activité humaine. Les oligoéléments, ça va être le terroir. Donc ça va être du granit, ça va être du schiste. Les zones schisteuses sont naturellement plus riches en soufre, en fer, en magnésium, en manganèse, elles sont plus riches en métaux. Et c'est des métaux qui sont les oligoéléments qu'on utilise pour les cultures de cyanure. Donc une eau qui vient d'un socle schisteux sera naturellement plus favorable à la présence de cyanobactéries en proportion par rapport au reste du phytoplancton. Mais après, la quantité finale de cyanobactéries qu'on obtient, ça c'est les macronutriments, c'est l'azote et le phosphore, et ça c'est exclusivement nous. Ça n'a plus rien à voir avec le socle. Oui, d'ailleurs, enfin moi, je veux dire que je suis un peu lâche, mais quand je donne une réponse de ce genre, on dit c'est le milieu agricole, je pense que c'est toute activité qui nous pose problème. Au niveau agricole, mais je serai corrigé, on a plutôt des sols qui retiennent le phosphore. Souvent pour le libérer, même d'ailleurs, on a porté de la chaux ici. Donc c'est pas que le milieu agricole qui libère du phosphore. La deuxième chose, c'est qu'on a 65 à 70% de la surface qui est soit en herbe, soit en bois. Donc on voit bien qu'on a très peu de sol nu, donc de lessivage potentiel. Donc ça veut dire qu'on a aussi nos rejets de lessive, de stations d'épuration qui sont aussi présents, quoi. Et l'industrie, on ne va pas dire qu'on en a beaucoup non plus, peut-être malheureusement. Donc je crois, moi je fais l'amalgame vraiment du tout. Enfin, je ne sais pas si j'ai raison, mais... Oui, c'est ça, c'est toujours difficile de distinguer les activités, parce que c'est toujours tentant de trouver des activités responsables. C'est de la faute des autres. Dans la pratique, non, c'est notre faute à nous. Ouais. Ce serait bien. Bob ? Vous avez parlé tout à l'heure de l'aération du plan d'eau. Est-ce que vous pouvez nous préciser par quels moyens mécaniques, physiques vous réalisez ? Alors l'aération du plan d'eau, bon, il y en a quelques exemples dans l'Ouest. Vous avez Confolens, pas très loin. Il y a eu Plouermel. C'est quelque chose qui s'est fait dans les années 80. À l'origine, c'était pas pour lutter contre l'eutrophisation. L'aération du plan d'eau, c'est en gros un compresseur, pour les plans d'eau peu profonds, c'est un compresseur qui alimente des rampes. Donc là, pour l'Abbé, le lac fait 2 km, on a en tout 1 km de rampes, sur 2 rampes qui sont posées au fond. Et ce compresseur envoie de l'air dans les rampes, de façon à avoir des rideaux de bulles. Les rideaux de bulles entraînent des cellules de convection qui font monter l'eau du fond vers la surface, et l'eau du fond qui est désoxygénée se réoxygène. Donc initialement, tout ça, c'était pour la qualité de l'eau vis-à-vis de la traitabilité. C'était les normes de traitement qu'on avait dans les années 80. On voulait réduire ce qui était désagréable au niveau goût et odeur. Donc l'ammoniac, le manganèse, voilà, tout ce qui va être produit de relargage qui va avoir un goût ou une odeur, les sulfures, les trucs comme ça. C'est plus tard qu'on s'est rendu compte que dans les produits de relargage, il y avait entre autres l'ammoniac, le nutriment favori, la forme d'azote favori des cyanos, et les phosphates qui viennent, parce que dans un milieu cristallin comme tout ce qui n'est pas roche sédimentaire, les ruisseaux ils sont généralement très secs très tôt en saison. Donc vous êtes obligé de fournir des nutriments en fin de saison. C'est-à-dire que vous allez avoir une partie, par exemple, dans les nutriments qui vont rentrer. En Bretagne, pour les données que j'ai, on va être souvent, en général, à peu près moite-moite entre l'effet des nutriments, enfin l'effet des affluents pendant l'été et l'effet des sédiments. Donc si vos affluents sont à sec en fin d'été, il vous reste 50% des nutriments qui vont être fournis par les sédiments. Si vous empêchez le relargage, vous pouvez réduire de moitié, vous pouvez espérer réduire de moitié la fourniture de nutriments, donc réduire de moitié la biomasse que vous allez fabriquer au cours de l'été. Et c'est quand on s'est rendu compte de ça qu'on a commencé à essayer de vendre ce type de matériel comme lutte contre l'eutrophisation. Mais c'est un effet indirect en fait, c'était pas prévu pour ça au départ. Ah oui, ça marche. Enfin, ça marche quand c'est posé à un endroit où c'est adapté. Oui. Comme tout.
Non, juste pour rajouter, c'est que Frédéric là n'a pas dit que l'aération c'est la solution miracle pour pouvoir éradiquer des cyanobactéries, mais il a bien dit que ça contribue à réduire de la trophie, donc réduire des nutriments dans un système qui indirectement, par voie de conséquence, peuvent réduire la présence de cyanobactéries, ça c'est une chose. Et comme il l'a dit aussi, ça s'est appliqué sur des tout petits systèmes de faible profondeur. Et il est hors de question, il me paraît impensable de vouloir appliquer ça sur des plans d'eau de grande profondeur pour lequel aérer le fond, outre le fait que ça vous coûtera extrêmement cher en infrastructure et en coûts électriques et autres au cours de l'année, aura assez peu d'effet directement sur les cyanobactéries. Donc, parce que je sais que dans certains lieux, il a pu être vendu des aérateurs même de surface. Donc, vous imaginez une palle de plafond dans un pays africain, là, juste qui brasserait gentiment, à moins 1 mètre sous la surface, et les gens nous disent mais ça va permettre de réduire les cyanos. C'est pour moi de la bêtise monumentale. Ça peut contribuer à faire circuler de l'eau, donc à peut-être réduire des nutriments, mais pas et sûrement pas de réduire ou d'éradiquer des cyanobactéries dans ce cas-là. Attention à ne pas faire de raccourci qu'il n'a pas fait, mais je préfère réenfoncer le clou. Ça peut être bien dans des cas de faible profondeur, à peu près contenu, etc. Ça, j'ai bien placé toute l'intervention dans le contexte des lacs de l'ouest de la France, avec ses vallées molasses, molles, disons. Bref. Par contre, oui, effectivement, pour ce que je comprends, ce que je connais du fonctionnement des lacs profonds et stratifiés, je peux même dire qu'il est vraisemblable qu'installer un aérateur à Aiguzon soit le meilleur moyen d'être sûr d'avoir des blooms tous les ans et pas une année sur 10. Mais l'expérience peut être intéressante, moi je suis partant. Du fait de transformer la matière organique Non, du fait de remélanger les eaux. Parce qu'en fait, dans un lac profond, vous relarguez énormément de nutriments, mais ils sont trop loin, ils sont trop bas pour être accessibles aux algues. En fait, les algues ne vont pas pouvoir descendre aussi profond pour en profiter. Donc si vous mélangez l'eau, d'accord, vous allez permettre d'éviter aux algues de prendre la peine de descendre au fond. Et voilà. Donc il est vraisemblable que ce soit la plus mauvaise des solutions pour un lac profond. Vous n'avez pas beaucoup parlé du pH, voire pas du tout. Comment ça? Ben, je ne sais pas, est-ce qu'il a un effet sur l'oxygène, Non. Quelles sont les corrélations qu'on peut trouver avec le pH? Le pH, c'est une conséquence du développement des algues, donc il n'a pas d'impact particulier. Et en plus, je ne suis pas sûr qu'on soit dans les mêmes conditions. En Bretagne, on a une eau qui a un très faible pouvoir tampon, donc des variations de pH qui sont énormes sur la journée. Donc ça va se traduire par des effets. Voilà, on peut commencer la journée en pH acide entre 6 et 7 et finir l'après-midi avec un pH de 10 à 11. Ce pas des conditions qu'on retrouve partout, donc je ne peux pas forcément vous transposer des observations qui ne correspondent pas à ce qu'il y a ici en contexte local. Oui, moi j'avais une petite question, parce qu'on voit qu'en Bretagne, vous étiez parti loin avec 1 milligramme de phosphore ou de phosphate. À partir de quel moment on peut se dire c'est peut-être pas la peine de s'épuiser sur le traitement du phosphate sur le bassin versant, parce qu'entre 1 mg par litre et 10 microgrammes par litre, est-ce qu'à un moment on peut se dire 10 microgrammes par litre, pardon, je vais y arriver, même si on fait des efforts à descendre en dessous de ce seuil, on n'aura pas plus d'incidence sur les blooms de cyanure. Est-ce qu'il y a un seuil de phosphore ou de phosphate? Alors dans la pratique non, parce que du phosphore il y en a toujours dans le milieu. Oui, justement. En fait, c'est même une question qu'on se pose depuis quelques années, puisqu'on est rendu à des concentrations moyennes en phosphate, que ce soit dans le lac ou dans les rivières, qui sont régulièrement inférieures aux limites de quantification des labos. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas dire aux gens qu'on continue à progresser. On est au taquet sur la limite de quanti, donc on ne peut pas prouver aux gens que ça continue à s'améliorer. Donc il y a besoin de continuer les efforts. Actuellement, ce qu'on a par exemple, c'est une possibilité de montrer qu'on continue à avoir un effet vis-à-vis des manifestations d'eutrophisation. Donc l'intensité des blooms, les concentrations en algues, les choses comme ça, les périodes où il est plus compliqué d'avoir une eau aérée pour les poissons, enfin voilà, c'est des paramètres dérivés, on n'a plus de paramètres objectifs directs pour dire qu'on continue à progresser. Mais on peut le montrer par la bande, par les effets secondaires, et ces effets secondaires, ils justifient qu'il est intéressant de continuer. Je veux dire, même si, surtout sur un lac où il n'y a pas de baignade, donc où il n'y a pas d'enjeu de disponibilité d'une plage, de choses comme ça, c'est plus compliqué de sensibiliser les gens que s'ils avaient un accès direct au lac. Donc, là, le seul accès, c'est par rapport à l'eau. Ça veut dire que ce facteur limitant de phosphate, pour les cyanobactéries, il est encore plus bas que ce que nous, on peut mesurer. Oui, c'est ça. Oui.
Donc on peut le mesurer que par les effets secondaires. Il faut prouver que ces effets secondaires, donc l'effet indirect sur la biomasse et sur l'ensemble du système du lac, sur la vie des poissons, la diversité locale, il est suffisamment intéressant pour que ça mérite de poursuivre les efforts. Parce qu'on ne peut plus quantifier ces efforts. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu une analyse économique sur la durée que vous avez énoncée depuis les années 90 ? Est-ce qu'on a pu évaluer si le coût des mesures qui ont été mises en place sur le bassin, sur les intrants, l'agriculture, etc., ont été compensés par des économies qui ont pu être faites sur le traitement de l'eau, par exemple, ou, voilà, est-ce qu'on s'y retrouve en termes économiques? Parce que voilà, à l'instar de ce qui pourrait être fait ici, en termes de tourisme et de développement, voilà, on pourrait avoir des gains et des dépenses à faire sur le bassin. Alors à ma connaissance, non, ça n'a pas été fait. En Bretagne, il y a régulièrement des études, entre autres qui sont faites à l'IEP par exemple, les étudiants de Sciences Po, des choses comme ça, sur l'impact économique de l'eutrophisation, mais depuis pas mal d'années, on est passé sur l'impact économique des marées vertes. L'eutrophisation continentale, depuis qu'on sait produire de l'eau, quelles que soient les conditions de ce qu'on fait rentrer dans l'usine, c'est plus un enjeu majeur. Donc on a eu des études comme ça il y a une dizaine d'années, j'en ai pas vu de récentes. Il y en aura peut-être, je sais pas, Diane, tu as vu des choses comme ça? Non, il y a beaucoup de compartimentation aussi. Il faut bien voir que les étudiants de Sciences Éco qui travaillent sur l'impact économique de l'eutrophisation, de la pollution, des choses comme ça, ils rencontrent rarement les scientifiques et ils communiquent peu avec les scientifiques. On est sur des écoles différentes, des campus différents. Ça peut très bien être fait sans qu'on soit mis au courant. Excusez-moi, j'avais une petite précision pour la question précédente. Frédéric, je suis là. Ici, là. Oui, au sujet de la limite en phosphore total notamment, le rapport AFSA de 2006, le rapport sur les risques cyano dans les eaux baignade et puis eau d'alimentation, avait préconisé une limite à 10 microgrammes par litre en phosphore total. Donc il y a même un logiciel, je vous encourage à lire ce rapport. Mais à l'époque, en 2006, en effet, il y avait très peu de labos, il n'y avait pas de labos du tout qui savaient analyser des valeurs si basses. Aujourd'hui, il y en a un petit peu plus, mais ça reste quand même assez compliqué. Et puis maintenant, avec ce retour d'expérience de Frédéric et d'autres études, on se rend compte que c'est des valeurs qui ne sont pas idiotes, mais c'est pas facile de les atteindre. Ça nécessite des années, des décennies pour y parvenir. Vous interveniez pour? Ah pardon, je ne me suis pas présentée, je suis arrivée en retard. Frédéric Nakache, de la Somme. Oui, bonjour. Tout à l'heure, vous avez évoqué la problématique donc, de fermeture de pisciculture pour réduire le taux de phosphore, enfin les intrants de phosphore dans le lac. Je me pose la question, est-ce que l'activité de pêche sur nos petits plans d'eau peut avoir un impact aussi négatif sur la quantité de phosphore apportée ou il y a des informations dans ce sens? Alors c'est des choses sur lesquelles on a peu d'informations, parce qu'en général ça ne fait pas partie du sujet de préoccupation principale. Au niveau scientifique, dans la bibliographie, sur 20 ou 30 années, on a très peu d'infos sur l'impact des poissons et de l'abattage sur la qualité de l'eau. Il est clair que tous les modes de pêche ne sont pas équivalents. Il y a 2 ans à peu près, j'ai travaillé sur un lac dans la région de Nantes où on pouvait montrer pratiquement que les deux... Par exemple, voilà, il y avait 48 heures de rallye carpe jour-nuit, avec abattage illimité autorisé. Ça représentait l'équivalent de 50% de l'ensemble du flux de phosphore arrivant dans le lac pendant tout l'été. Voilà, sur 2 jours et avec une soixantaine de couples de pêcheurs participants. C'est des événements ponctuels qui vont... Voilà, on peut avoir des données ponctuelles comme ça, on n'a pas de données générales. Parce que la même quantité de phosphore fournie sous différents modes d'abattage va pas avoir les mêmes effets dans les mêmes types de lacs. C'est vraiment du cas par cas. Mais on peut, voilà, quand on regarde ça en détail, effectivement, on peut suspecter des effets. Il peut y avoir des effets au niveau, je dirais, un concours de pêche à la carpe avec abattage illimité. Quand c'est un concours international, ça peut représenter 4 tonnes de phosphore, soit 10 fois le flux naturel amené par les affluents. Ça peut être des choses comme ça. Donc c'est évident que ça correspond à des années de stock amenées en l'espace de 3-4 jours. Juste compléter, nous on a 2 exemples en Haute-Vienne où la même idée, un concours de pêche sur un plan d'eau en amont d'une baignade. 15 jours après, on a un bloom sur la baignade. À chaque fois, plusieurs années, on l'a
l'a relaté. Et un autre plan d'eau où il y avait une gestion par une association piscicole avec un cholage tous les ans, mais de manière très importante. On arrivait avec des pH de 10 à la sortie du plan d'eau sur certains endroits. Là, on avait un bloom algal quasiment tout l'été parce qu'on avait un relargage très fort de phosphore lié au calcium. Oui, en fait. Mais bon, c'est pareil, je ne vais pas détailler non plus ce qui se faisait dans les années 80, mais voilà, c'était l'état de l'art du traitement technique de l'eutrophisation dans les années 80. Dans ce qui était fait sur la rivière de Pont-l'Abbé pour améliorer la situation vis-à-vis du lac, on avait chaque année injection de 40 à 70 tonnes de sulfate d'alumine pour précipiter le phosphore. Pour rétablir le pH, il y avait chaque année épandage de 20 tonnes de merle, donc du calcaire magnésien d'origine marine. Maintenant, on ne peut plus en avoir, c'est protégé. Et par-dessus, pour bloquer les cyanos, on avait épandage de 1 à 2 tonnes de sulfate de cuivre, entre une fois par mois et une fois par semaine. Ça a duré 20 ans, ça n'a jamais rien réglé. Et voilà, mais c'était l'état de l'art de la façon dont on percevait le problème dans les années 80. Maintenant, il est facile de montrer que le problème, on peut se permettre de le percevoir autrement. Entre autres, on peut se permettre de le percevoir de façon qui apporte des réponses et qui apporte des solutions. Mais le cholage n'a jamais été une solution de gestion des blooms. Contrairement à ce qu'on a pu dire, dans bien des cas, quoi. Oui, mais bon, quand vous vivez de la vente d'un truc, il est normal de dire que si vous ne l'aviez pas utilisé, ça aurait été pire. Je serais vendeur de choux, je ferais pareil. C'est pas bien, mais ça vaut mieux que de dire que c'est pas bien fait. Autre question? D'autres techniques de lutte? Vous pourriez nous en dire quelques mots? Il faut d'abord s'attaquer aux causes. Ça, je crois qu'on a bien compris. Mais d'autres techniques éventuelles de lutte dont vous auriez connaissance? Appliquées sur le terrain, non, il y a beaucoup de techniques proposées parce que c'est des manips de paillasse. On bricole dans les labos, on peut trouver des choses qui ont un effet. Des choses qui ont un effet qui est utilisable sur le terrain, c'est beaucoup plus compliqué. Je veux dire, il y a quelques années, par exemple, on nous a montré qu'on pouvait faire floculer les cyanobactéries en ajoutant du kaolin dans l'eau. 8 mg par litre de kaolin dans une culture de laboratoire, vous tuez les cyanobactéries, elles floculent, elles coulent au fond. Vous pouvez essayer de faire ça dans n'importe quel lac. Pour arriver à 8 mg par litre, il va falloir épandre des centaines ou des milliers de tonnes de kaolin. C'est cher le kaolin. Il va falloir l'amener en spire-mort, il va falloir construire des routes, des aires de déchargement, amener des bateaux. Voilà. Ça peut très bien marcher sur une paillasse sans pour autant avoir une traduction dans la réalité. Mais des solutions de lutte, on nous a parlé. Non, il y en a plein, il y en a pas dont je connaisse une application. Je crois, Christophe, si tu as un avis. Les ultrasons, les prières. Je pense que Tinzo pourra au moins donner son avis sur ce qu'ils font eux aussi, je pense. Donc eux, ils utilisent des ultrasons. Il y a effectivement des choses qui sont dans l'air du temps, on va dire, c'est de l'apport d'eau oxygénée et c'est de l'apport de l'utilisation d'ultrasons. Moi, j'en ai déjà discuté avec Tinzo. Moi, ce qui m'inquiète toujours dans ces systèmes pour l'instant, c'est que ça pourrait être efficace effectivement en conditions de laboratoire ou en petits systèmes. Moi, j'attends de voir l'effet réel sur un système sur le moyen terme, au moins en conditions contrôlées, et surtout quels sont tous les effets dommages collatéraux, on va dire, sur le reste de la faune, le reste de la flore, les matières nutritives. Forcément, si vous empêchez du développement, qu'est-ce qu'elles deviennent, à part sédimenter et rester là pour être encore disponible pour la semaine d'après et continuer à entretenir le cycle, au lieu d'être évacué par de la masse de cyano vers l'aval. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, des solutions parfaites, on ne peut pas dire qu'on en est. Voilà, je pense qu'on a encore du travail à faire et à surtout tester dans des conditions où on va vraiment être prudent et mesurer l'ensemble des conséquences et des paramètres, et pas dire juste, moi j'ai mon truc qui fonctionne dans mon petit aquarium, et donc du coup je vais pouvoir l'appliquer à un grand système comme Aiguson, ce qui serait sûrement très dangereux. Mais pour moi, un avis de... Monsieur Castagnera. Bonjour à tous, oui, alors je suis Laurent-Pierre Castagnera.
Je ne fais pas des prières sur l'eau pour essayer de tuer les cyanobactéries, donc j'utilise depuis une dizaine d'années maintenant les systèmes ultrasons. Alors, effectivement, j'ai commencé à utiliser les systèmes ultrasons en 2008, vous voyez, j'en suis à 2007-2008, et puis effectivement, comme vous le disiez, la technique pour éliminer les algues filamenteuses ou les cyanobactéries était communément d'utiliser du sulfate de cuivre, de l'oxychlorure de cuivre. J'ai, au début de mon expérience, commencé à travailler avec ce genre de produit, puis je me suis dit, mais c'est complètement aberrant. D'abord, ça ne résoudra pas le problème, on va y revenir chaque année. On fait de la bioaccumulation de cuivre dans l'eau, et dans le pire des cas, parce que ça m'est quand même arrivé, je vais être tout à fait honnête avec l'assistance, c'est de dire on se retrouve avec des mortalités de poissons. Parce que le jour où vous faites du dosage et que vous avez une conjonction entre la chaleur de l'eau, l'orage, un volume d'eau diminution, vous pouvez vous trouver avec une diminution totale de l'oxygène dissous dans l'eau, et tout d'un coup les poissons, plus d'oxygène qui suffit. Donc c'est très problématique. La solution que j'ai trouvée derrière, c'est en cherchant, c'est de travailler sur les ultrasons. Et depuis que je travaille avec les ultrasons, 1, je n'ai pas une seule mortalité de poissons, 2, je peux venir à des réunions comme celle-ci en proposant un système qui fonctionne, et pour lequel on ne me jette pas les pieds en me traitant de voleur ou de charlatan ou de quoi que ce soit. Je me déplace, j'ai une société qui a un certain nombre d'années maintenant, et je pense que c'est une solution. Je ne dis pas que c'est la meilleure solution. L'oxygénation, nous travaillons aussi avec de l'oxygénation, c'est un très bon système, mais ce n'est pas applicable partout. Les ultrasons ne sont pas applicables dans toutes les situations. Maintenant, au regard des références et de l'utilisation que l'on en a, je peux dire que ça fonctionne bien. Alors maintenant, il y a une chose qui m'intéresse beaucoup de savoir, c'est si nous avons, si en France nous sommes capables de dire quels sont les types de cyanobactéries qui sont les plus représentés. Je pense qu'on parle principalement de microcystis. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et pour lesquels nous sommes en mesure de pouvoir traiter ces algues. Parce que les ultrasons ne travaillent que sur les vésicules gazeuses. C'est-à-dire qu'en fait, les ultrasons vont rentrer en résonance avec la cellule, enfin, avec la membrane qui enserre le gaz qui lui permet de flotter entre deux eaux. S'il n'y a pas de membrane, ça ne fonctionnera pas. Je le dis là, très franchement, par exemple sur la Cyanobacteris, ça ne fonctionne pas. Je suis affirmatif, c'est qu'on a essayé sur cette cyanobactérie, ça ne fonctionne pas. En revanche, sur la microcystis, ça fonctionne. Sur l'anabéa, ça fonctionne. Sur l'anaphysomélange, ça fonctionne. Mais sur des cyanobactéries qui n'ont pas de vésicule gazeuse, ça ne fonctionne pas. Alors maintenant, encore une fois, je ne dis pas que c'est l'alpha et l'oméga du traitement. Il y a bien évidemment, si nous pouvons solutionner le problème des causes, c'est effectivement la meilleure solution. Maintenant, je ne suis là que humblement pour traiter les conséquences. J'aimerais bien trouver la cause et j'aimerais bien bloquer les phosphates. Je crois que tout le monde ici adorerait faire bloquer les phosphates, mais ça n'est pas le cas. Donc je suis d'accord, il y a l'oxygénation, il y a les apports éventuellement de bactéries pour pouvoir diminuer la teneur, rentrer en compétition avec bloquer les nutriments et le relâchage des nutriments. Et à ma connaissance, et ce que je peux proposer, c'est une solution qui est sans danger pour les hommes, sans danger pour les plantes, parce que les plantes ne sont pas composées de vésicules gazeuses, et sans danger en fait pour l'environnement. J'entends bien tout à l'heure qu'on me dit oui, ça va tuer le phytoplancton et ça pourrait avoir un impact sur le zooplancton. Sauf que j'ai compris que les cyanobactéries n'avaient pas la capacité, quand vous êtes en grande colonie, d'être mangées par le zooplancton ni par les poissons. Bon. Je pense aussi ce dont on parle ici, c'est de l'impact économique aussi. C'est-à-dire que vous avez une baignade qui est fermée, ça veut dire quoi? C'est l'ensemble de l'activité économique autour de la baignade qui est impactée. Et c'est ça qu'on essaye d'accompagner. Maintenant, vous dire que j'ai la solution idéale à toutes les problématiques de baignade, ça n'est pas vrai. J'apporte une solution qui vient en complément des mesures prises pour l'élimination du phosphore.